Bonsoir à tous. Ma présentation elle sera en français, les slides sont en anglais. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour les traducteurs. Je suis vraiment ravi d'être là pour pouvoir vous présenter ce livre. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec plusieurs collègues, une trentaine de chercheurs au LIH, pour faire passer un message à la génération suivante, de donner envie de se lancer dans les sciences, de se lancer dans la recherche médicale. Et ce livre, c'est vraiment ça. On a essayé de résumer, d'expliquer, de simplifier et de donner envie à la génération future. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on a? On a la recherche actuelle qu'on fait au Luxembourg Institute of Health. On a la recherche de demain. On a essayé de se projeter à l'horizon 2035-2050. Comment vont se passer les soins de santé au Luxembourg, mais à l'international. Et puis, évidemment, pour donner envie, on a essayé d'expliquer les futurs métiers de la santé, de la recherche médicale. Donc voilà ce livre. On est très content. Je voulais aussi en profiter pour remercier Dominique Hansen d'avoir mené ce projet à bien, l'équipe d'Arnaud D'Agostini de la communication et toutes les équipes qui ont travaillé dessus, parce que c'était un gros travail d'équipe. Et on est très content qu'aujourd'hui, on puisse le toucher et le donner aux étudiants. Alors le titre, on a choisi de l'appeler Precision Health, santé de précision, parce que c'est vraiment la vision qu'on veut communiquer. Et on ne parle pas que de precision medicine, ça c'est important aussi. La médecine de précision n'est qu'une partie de la santé de précision. Le concept de santé de précision est en fait beaucoup plus large. Ça prend en compte des aspects de santé publique, de précision, des aspects de prévention, de précision. Et on peut définir la santé de précision finalement par rapport à l'existant, par rapport à ce qui est pratiqué aujourd'hui, où on a un one-size-fits-all approach, où il y a un traitement pour une maladie, quel que soit le profil du patient. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout adapté. Il y a des patients, pour différentes raisons, qui répondent mieux, qui répondent moins bien. Et donc, délivrer la meilleure intervention au bon moment pour la bonne personne, c'est vraiment un challenge. Et pour ça, il faut aller regarder ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Il faut aller comprendre davantage les personnes, les populations, les maladies. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce concept de précision. Et finalement, si on regarde ce petit logo ici, si on a la population du Luxembourg ici, finalement, quand on regarde un peu plus et qu'on creuse, on se rend compte que tout le monde n'est pas pareil, qu'il y a des profils particuliers, et que finalement, si on découpe dans des groupes, si on stratifie la population, on va pouvoir avoir une approche spéciale, personnalisée, de précision, en fonction du contexte de vie, en fonction d'un profil d'un individu. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire passer dans ce livre, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc dans ce livre, on a essayé de simplifier le message, que ce soit accessible à tous, que ça donne envie pour en apprendre plus sur cette thématique-là. On a découpé le livre en 4 grands chapitres, des exemples dans le premier chapitre sur ce que c'est la santé de précision et la médecine de précision, avec des concepts autour de l'intelligence artificielle, de la santé numérique, comment on fait de la recherche autour de ces thématiques-là. Et en fait, la transition est naturelle avec le deuxième chapitre, puisque on ne fait pas de recherche aujourd'hui sans données. On parle de big data, on parle d'intelligence artificielle. Les chercheurs ont besoin de données pour caractériser les patients et les populations. Et donc, on a fait tout un chapitre sur comment, au LIH et dans la recherche médicale, on collecte de la donnée, on l'analyse et à quelle fin. Et ensuite, c'est plutôt des chapitres de perspective où, dans le chapitre 3, on essaye de se projeter à l'horizon 2050, comment la médecine va changer, comment les soins de santé vont changer, et comment notre recherche aujourd'hui va impacter la recherche de 2050, la pratique de 2050. Et le chapitre 4, finalement, c'est aussi directement adressé aux étudiants. Quels sont les métiers de la santé de précision d'aujourd'hui et de demain qu'on ne connaît pas encore? Donc dans cette présentation, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Et finalement, le point de départ pour nous, et comment on voit la santé de précision, je pense que le meilleur moyen, c'est de comprendre les hommes, les maladies, les populations, avec toutes les couches, tous les omiques, la génétique, le microbiote, la métabolomique, toutes ces couches-là permettent de caractériser les êtres humains et les populations. Et ce qu'on fait, par exemple, dans mon département, c'est qu'on essaye de rajouter des couches pour avoir une vision plus complète des individus. Et notamment ce qu'on appelle entre nous le digitosome, toutes les données digitales qui sont générées par les individus sur leur smartphone, sur un device connecté. Toutes ces données-là sont très importantes pour caractériser non seulement la maladie, mais aussi le contexte des individus. Et donc, il faut intégrer toutes ces données-là, il faut les analyser, et c'est le challenge des équipes du LIH.
Et donc, professeur Ulf Nerbars tout à l'heure a parlé de Beyond Omics. On ne travaille pas que sur des données cliniques, sur des données biologiques. On essaye de contextualiser les individus, puisqu'on se rend compte que les inégalités sociodémographiques, certaines expositions à des polluants, notre manière de vivre, de faire de l'activité physique, de manger, tout ça, ça a un impact sur notre santé, et il faut évidemment le prendre en compte, sinon on n'a pas la vue complète des individus. Et donc, par exemple, on a fait tout un chapitre sur l'exposome dans ce livre, et ça a été piloté par le chercheur Brice Appenzeller dans notre département, qui est un des experts mondiaux de l'analyse des cheveux, et qui, à partir de quelques mèches de cheveux, peut quantifier une exposition à des polluants, à des hormones, à des toxiques. Et ça, c'est très important pour nous, pour stratifier les populations et voir qui est exposé, qui ne l'est pas, pour identifier des interventions de précision stratifiées. Un autre exemple que je voulais mentionner aujourd'hui, je ne peux pas passer tous les chapitres du livre, évidemment, mais celui-ci qui nous intéresse beaucoup, c'est la voix. C'est une source d'information digitale. Aujourd'hui, on est capable de l'enregistrer avec son smartphone, qui est très importante, puisque énormément d'informations traversent la voix, et la manière d'être bien ou malade a un impact sur la manière dont on produit la voix. Et donc, finalement, on peut dériver ce qu'on appelle des biomarqueurs vocaux. À partir de quelques secondes d'enregistrement de la voix, on est capable d'avoir des paramètres pour mieux détecter des maladies, des symptômes, ou alors suivre des maladies chroniques, par exemple. Et donc, on leur demande, les patients de nos études, on leur demande, par exemple, de compter de 1 à 20, de lire un texte, de dire « Ah » le plus longtemps possible. Et à partir de ce matériel brut, on est capable d'extraire de l'information, entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire la présence d'un symptôme, la présence d'une maladie, par exemple. On a énormément travaillé sur ce sujet-là pendant la période Covid pour prédire le statut symptomatique, pas symptomatique des individus Covid uniquement à partir de quelques secondes d'enregistrement de la voix. Et si on se projette maintenant, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, un des objectifs clés de notre recherche est de développer ce qu'on appelle un jumeau numérique. Un jumeau numérique, ça va être un outil très important à l'avenir pour stratifier, faire de la médecine et de la santé de précision. Alors, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? On a parlé tout à l'heure des grandes cohortes et des grandes études cliniques qu'on est en train de mettre en place. On va suivre énormément de patients pendant très longtemps, on va collecter énormément de données auprès d'eux. Et finalement, toutes ces données-là vont constituer un lac ou une banque de données dans laquelle on va pouvoir retrouver son jumeau numérique. Imaginez un nouveau patient dans une consultation, on ne connaît rien de lui ou d'elle. On va aller voir dans cette grande banque de données un individu numérique qui a les mêmes caractéristiques de santé que ce nouveau patient qu'on ne connaissait pas. Et on va pouvoir étudier sa trajectoire de santé via la trajectoire de santé de son jumeau numérique, et du coup, pour la vraie personne, anticiper ce qui risque de lui arriver, le mettre dans des programmes de prévention, adapter sa stratégie thérapeutique, par exemple. Donc ça, c'est un concept très important sur lequel on travaille, et finalement, ça combine toutes les expertises du LIH, puisqu'on regarde un individu, une personne, avec différentes dimensions. Et donc, pour tout ça, il faut évidemment des données. Sans données, on ne fait rien. Et la partie qui est très intéressante pour les étudiants et pour les jeunes générations, c'est aussi qu'on a essayé de leur décrire notre quotidien, les métiers qui sont très importants aujourd'hui pour la recherche et les métiers de demain. On peut citer les data managers, les data scientists, les data stewards. Tous ces profils-là ont des rôles cruciaux aujourd'hui, plus que jamais, dans la recherche. Mais on peut évidemment en rajouter d'autres, les chercheurs, des bioinformaticiens. Quand on travaille sur des signaux qui viennent de smartphones, de la voix, on a des signaux qu'il faut savoir analyser. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec des ingénieurs qui sont capables d'analyser ces informations-là. Et lorsqu'on parle de données, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. On a besoin de faire de la recherche dans un cadre qui est protégé, qui garantit la sécurité des données, la sécurité des participants qui partagent des données avec nous. Et donc, des métiers comme un Data Protection Officer sont évidemment très importants aujourd'hui. On a aussi voulu parler de la partie opérationnelle de la recherche, comment on met en place une étude clinique, comment on met en place une étude de cohorte. Et ça ce n'est possible que via l'implication d'infirmiers de recherche, d'assistants de recherche clinique ou de coordinateurs de recherche clinique. Au LIH, on a tout un pipeline
qui permet de prendre en charge une étude clinique depuis la création du protocole, juste à la collecte de données et au suivi de patients, complètement intégré, et c'est ce qu'on a décrit dans le livre. Et puis, une manière de voir la santé de précision, c'est aussi de se positionner à l'interface. C'est aussi très important pour nous de comment on voit notre recherche, comment on se positionne par rapport aux autres acteurs, et finalement, on se voit au centre, interagir avec tout le monde, avec les gouvernements, les agences, avec les autres académiques, les hôpitaux, les industriels, les startups, les patients et les citoyens, évidemment. Et c'est cette approche multidisciplinaire, transdisciplinaire qu'on essaye de mettre en place pour développer des aspects de recherche en santé de précision, avec de la médecine, évidemment, de la recherche clinique, de la santé publique, des aspects très tournés sur la donnée, l'informatique, la data science, mais aussi des aspects de psychologie, de sciences sociales, comment les innovations qu'on développe au LIH vont pouvoir s'intégrer dans la pratique clinique courante. Ce n'est pas forcément trivial, et on a besoin de comprendre ça pour faire les choses les plus pertinentes possibles. Et puis enfin, si on se projette pour les jeunes lecteurs de ce livre, les métiers, aujourd'hui, on a été capable de décrire ceux d'aujourd'hui, mais il y a plein de métiers qui n'existent pas encore. Dans le monde de la donnée et de l'informatique, on dit souvent qu'il y a 85% des métiers à l'horizon 2035 qui n'existent pas encore. Et donc, on a aussi voulu utiliser ce livre pour faire un appel aux jeunes générations pour réinventer la recherche, innover, imaginer de nouveaux métiers. On en a cité quelques-uns, par exemple un docteur augmenté qui va utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les diagnostics ou pour améliorer sa pratique clinique. Un auditeur d'intelligence artificielle qui va vérifier que les algorithmes qu'on développe font bien ce qu'on leur a demandé de faire et que ça n'impacte pas la santé, que ça ne met pas en danger les individus qui les utilisent. Voilà. Tout ce genre ces types de métiers vont voir le jour, vont évoluer, mais il y en a plein d'autres qu'on ne sait même pas aujourd'hui anticiper. Voilà en gros le contenu de ce livre. J'espère qu'on donnera envie à ces jeunes lecteurs de s'investir dans la science et dans la recherche médicale. Et puis, encore une fois, grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce livre. On est vraiment ravis qu'il ait vu le jour aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention.